La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saga de l'Alliance israélite universelle. Comme chaque semaine, j'ai le plaisir de recevoir Georges Bensoussan. Georges Bensoussan, vous êtes historien et vous venez de publier il y a quelques mois un livre sur l'histoire de l'Alliance israélite universelle et qui, d'une certaine manière, marque également le 160e anniversaire de cette institution créée en 1860. Alors, dans les nombreuses émissions précédentes, nous avons vu pourquoi l'Alliance a été créée, dans quelles conditions, quels étaient les fondateurs de cette institution. Et dernièrement, nous avons commencé à parler de ce qui a été finalement l'œuvre principale de l'Alliance, son réseau scolaire. Alors, dans la dernière émission, nous avions évoqué les raisons de la création de ces écoles, les principaux messages éducatifs que l'Alliance voulait faire passer et les grands principes. Et il est temps maintenant de s'intéresser à la constitution de ce réseau scolaire parce qu'il ne faut pas oublier que des écoles en quelques années ont été créées du Maroc jusqu'à l'Iran en passant par les Balkans, la Tunisie, le Moyen-Orient, la terre d'Israël. Nous allons y revenir successivement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cette constitution du réseau scolaire sur une si grande aire géographique, il faut d'abord en introduction, Georges Bensoussan, rappeler quel a été l'écho international de la création à la fois de l'Alliance et de ces écoles. Un écho absolument considérable. Tout à fait, vous avez dit le mot, c'est un écho considérable et rapide en plus, puisque certes, l'Alliance est la première grande organisation juive de ce type, et alors d'autres vont naître dans son sillage, et on peut citer en particulier en Angleterre, puisque le judaïsme anglais est très proche sur ce plan-là du judaïsme français. Ils avancent, on peut dire, côte à côte. L'Anglo-Jewish Association à Londres en 1871, et puis très rapidement, ça va essaimer en Europe. Il y a l'Alliance, c'est comme ça qu'elle s'appelle, à Vienne en 1873, l'Ort, que tout le monde connaît, qui est né à Saint-Pétersbourg, la capitale de l'Empire tsariste en 1880, une grande association également en Allemagne en 1901, la Hilfsverein der Deutschen Juden, qui perdurera d'ailleurs jusqu'à l'ère nazie, l'OSE qui est fondée à Saint-Pétersbourg en 1912, et aux États-Unis surtout, qui vont devenir le grand pôle du judaïsme, surtout après 1945, mais déjà dans les années 30, c'est l'American Jewish Committee en 1906, l'American Jewish Congress durant la guerre en 1917 et le Joint, le fameux Joint, le Joint Distribution Committee, c'est le nom exact, en 1914. Donc, ce qui est frappant avec toutes ces associations qui naissent, c'est qu'aussi l'Alliance inaugure avec ces associations qui vont la suivre un nouvel âge politique dans lequel l'homme providentiel n'est plus nécessaire puisque ce sont désormais de grandes institutions qui prennent le pas, qui prennent en charge là où autrefois on avait besoin d'un intermédiaire caritatif, d'un intermédiaire providentiel comme Montefiore en Angleterre, les Rothschild en France par exemple. Oui, mais en même temps, ces hommes providentiels demeurent parce que ce sont eux qui sont aux commandes de ces différentes institutions ou qui, en tout cas, dans un premier temps, les financent. Absolument. Très souvent, bien sûr, puisque ce sont aussi des philanthropes, et beaucoup d'entre eux, Montefiore en particulier pour l'Angleterre, a joué un rôle considérable, ne serait-ce qu'en terre d'Israël. Montefiore y a effectué, je crois, 7 voyages, et il était à l'origine, entre autres, des premiers quartiers juifs hors les murs à Jérusalem, par exemple, Mishkenot, Sha'ananim. Vous avez parlé de la constitution du réseau scolaire. Je crois qu'on peut dire qu'effectivement, le premier problème qui se pose pour l'Alliance quand elle décide de constituer un réseau scolaire et d'abord au Maroc, c'est comment ouvrir une école, et c'est un processus très complexe parce que tout démarre avec une demande de la communauté juive locale. Ça n'est pas un parachutage qui vient de Paris, que la communauté juive locale en fasse la demande et qu'elle s'engage à prendre en charge une partie des dépenses. Et à ce moment-là seulement, l'Alliance à Paris envoie un émissaire sur place qui doit discuter, persuader, convaincre, parlementer, négocier avec les notables juifs locaux de la contribution financière, de la charge de trouver un local. Il faut également convaincre les familles de participer aux dépenses et le fameux écolage, même si en réalité, un grand nombre de familles juives qui enverront leurs enfants à l'école de l'Alliance les enverront gratuitement. Et là-dessus, encore une fois, comme je l'ai dit dans les précédentes émissions, il faut constamment garder à l'esprit l'évolution de l'enseignement primaire français de la Troisième République,
l'enseignement de l'Alliance suit exactement la même courbe. La gratuité en France de l'école primaire a été votée en 1881. C'est la première des grandes lois Jules Ferry. Eh bien, à l'Alliance, il n'y a pas de loi instituant la gratuité, mais dans les faits, en réalité, un très grand nombre d'enfants sont allés à l'école gratuitement. Donc, ouvrir une école suppose non seulement l'accord de la communauté juive et son implication, mais suppose aussi l'accord des pouvoirs locaux. Il faut obtenir l'accord du pouvoir, en règle générale, musulman, puisque le gros du réseau de l'Alliance s'est installé dans les pays d'islam. Et une fois tous ces accords trouvés, une fois tous ces rouages mis en place, il faut trouver le local, il faut inscrire les premiers élèves, et ensuite l'Alliance, depuis Paris, envoie son premier directeur. Et le premier directeur qui arrive, alors nous l'avons vu, les premiers instituteurs, directeurs sont originaires souvent de Russie ou d'Alsace. Et donc, il y a un véritable choc pour ces personnes qui arrivent au Maroc ou en Iran. Tout à fait. C'est un choc culturel très fort, puisqu'effectivement, les premiers maîtres de l'Alliance sont souvent, vous l'avez dit, des Alsaciens. Ensuite, ce seront des originaires des Balkans. Mais le paradoxe, c'est que dans ce réseau qui est constitué en grande part d'écoles installées dans les pays arabo-musulmans, il y aura peu de maîtres venant des pays arabo-musulmans eux-mêmes. Alors donc, c'est un choc culturel, surtout pour ces instituteurs juifs français d'origine alsacienne. Et le premier choc pour ces très jeunes gens, ils ont 20 ans, 21 ans, pas plus, hein, c'est le choc de la misère, d'une population très pauvre, sale, mal nourrie, sans hygiène, avec une mortalité infantile très élevée et ces fameux 3T que nous avions évoqués dans des émissions précédentes, bien sûr. La prolificité, on peut dire, des infirmes, des aveugles, des borgnes, des paralysés, des boiteux. Le rôle de la poliomyélite ici est très important. Et la première tâche de ces maîtres envoyés par Paris, qui théoriquement devait être une tâche d'éducation, d'instruction, en réalité, c'est plutôt une tâche sociale, d'hygiène, de soins, de nourriture, de trouver également des locaux aérés et lumineux, et ça n'est pas toujours le cas. Il suffit de lire les témoignages des maîtres, mais aussi d'anciens élèves de l'école de l'Alliance, pour savoir que les locaux étaient souvent très vétustes, faute de moyens financiers, bien sûr. Et donc, ces instituteurs n'ont finalement pas seulement un rôle éducatif, ils ont un véritable rôle auprès de la communauté parce qu'il faut aussi qu'ils convainquent, dans la plupart des cas, les parents de mettre leurs enfants dans ces écoles, notamment les petites filles. Donc, à la fois, ils doivent avoir un rôle exemplaire vis-à-vis de la communauté. D'ailleurs, on leur demande, par exemple, de respecter au moins certaines prescriptions religieuses, même si Tout à eux-mêmes ne fait. sont pas religieux, pour justement Oui. ne pas choquer au sein des communautés. Donc souvent, leur regard est assez biaisé, le regard des instituteurs est assez biaisé vis-à-vis de ces communautés qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre. Ils ont beaucoup de mal à comprendre, c'est vrai, parce qu'encore une fois, non seulement ils viennent de France dans un premier temps, ils viendront des Balkans dans un deuxième temps, et je l'ai dit, très peu viennent du monde arabo-musulman eux-mêmes. Et vous avez raison de souligner le gouffre qu'il y a entre les directives qui viennent de Paris, qui leur demandent de ne pas choquer les communautés locales, donc par exemple d'assister à tous les offices de Shabbat, quand bien même eux-mêmes seraient très éloignés de la foi. Mais il faut dire aussi que sur place, ils ne vont pas se heurter à des populations seulement archaïques, ils vont aussi se heurter à l'hostilité des rabbins. Des rabbins locaux, ce n'est pas des rabbins que vient la demande de l'école de l'Alliance, ce sont des notables au contraire qui tendent à se soustraire un peu à l'influence des rabbins. Et les rabbins, pourquoi cette hostilité? Parce qu'ils craignent ces nouveaux venus, ils ont le sentiment d'une concurrence sociale, et pas seulement d'une concurrence intellectuelle, mais également sociale, car effectivement, on est en présence de deux univers inconciliables, de deux mondes réellement. Alors, je vais prendre un exemple, c'est cet instituteur alsacien, Maurice Marx, qui est envoyé à Bagdad dès l'ouverture de l'école en 1865, et il écrit en 1872 à la direction de l'Alliance à Paris, je cite: notre professeur un chacham, c'est-à-dire un rabbin, est allé se plaindre amicalement à M. Lurion, le président du comité de l'Alliance à Bagdad, de ce que mes cours ébranlent le fondement de notre sainte loi. Il a cité notamment l'explication donnée sur le système planétaire, la chaleur intérieure de la Terre, son âge, les ruines de Jérusalem, etc. Lorsque mes élèves me font une objection tirée de la Bible, du Talmud, du Midrash, voire du Zohar, je leur fais comprendre que ce ne sont pas des livres de sciences profanes, malgré leur utilité que j'ai bien garde de mettre en doute, qu'ils ne renferment que la science religieuse, seule indispensable, et la seule que l'homme n'aurait pas trouvée sans la révélation, que les vérités scientifiques sont divines aussi,
comme les prescriptions de nos livres saints. » Fin de citation. Donc voilà, on est en présence d'univers inconciliables et le maître de l'Alliance est obligé de tenir compte de ces blocages. Il est obligé aussi de tenir compte d'une notion centrale dans ces pays-là, c'est la notion de destin, la notion de fatalité, de ce qui est écrit et contre lequel le sort, d'une certaine façon, on ne peut pas s'insurger. Alors, il y a également une autre question qui vient à l'esprit, c'est vers quel pays se tourner, par où commencer, tant la tâche est immense. Et les Juifs anglais, je pense en particulier à Montefiore, mais pas seulement, je pense en particulier également à Moïse Picciotto, qui faisait partie du Board of Deputies de Londres, très vite ont attiré l'attention de l'Alliance sur la situation désastreuse des Juifs du Maroc, après de nombreuses visites à Tanger, à Mogador, à Rabat, à Tétouan. Et ce n'est pas par hasard que l'Alliance ouvre son école à Tétouan en 1862, c'est à la suite aussi des pressions des Juifs anglais qui ont été témoins sur place de la violence, en particulier du fait que les Juifs ont été pris en tenaille dans la guerre entre le Maroc et l'Espagne entre 1859 et 1862. C'est donc à Tétouan, en 62, qu'est ouverte la première école de l'Alliance. À Tétouan en 1862, et c'est donc dans la prochaine émission que nous reviendrons sur cette ouverture. Merci beaucoup Georges Bensoussan et à la semaine prochaine. La saga de l'Alliance israélite universelle, racontée par Georges Bensoussan, au micro d'Ariel Danon.